Bonjour, je suis Franck Lacombe, historien romancier. Je reviens aujourd'hui vers vous pour évoquer l'abolition de l'esclavage de 1848, votée exactement le 27 avril 1848 par le gouvernement provisoire de la toute jeune Deuxième République. En février de cette même année 1848, une révolution a fait choir le gouvernement du roi des Français Louis-Philippe Ier. Alors, tout au long du XIXe siècle, depuis le début du XIXe siècle, le principe, le système esclavagiste avait déjà été attaqué, non pas sapé dans ses fondements, mais attaqué par un certain nombre de dispositions. En 1815, les États européens, signataires du traité de Vienne, suite à la chute de Napoléon Ier, décident, sous l'influence de l'Angleterre, de l'interdiction de la traite négrière. Dans les faits, cette traite négrière va continuer, puisqu'on comptera en 1859, par exemple, encore près de 10 000 esclaves noirs arrachés des côtes africaines et déportés vers le Brésil. La traite négrière continue aussi à destination des colonies espagnoles, à destination des États-Unis d'Amérique, à destination de certaines colonies françaises. Et n'oublions pas non plus les comptoirs négriers de l'Afrique orientale, de la côte de l'Afrique orientale, animés par des marchands, des potentats arabo-musulmans. En 1833, l'Angleterre abolit l'esclavage dans ses colonies et cette loi d'abolition anglaise prévoit une indemnisation des propriétaires possédants d'esclaves. Nous reviendrons sur ce point car il est très important. En 1845, alors que la France est gouvernée par le roi des Français, Louis-Philippe Ier, le baron de Macquot, qui est le ministre de la Marine et des Colonies, fait voter une loi d'aménagement de l'esclavage, de réforme du système esclavagiste. Alors évidemment, on pourra gloser sur le fait que, à savoir, est-il possible d'aménager un système inique qui est celui de l'esclavage. En tout cas, ces lois de Macquot, les lois du baron de Macquot, fixent par exemple le nombre maximum de coups de fouet que l'on peut infliger à un esclave. Le nombre, c'est 15. On a bien compris, il est pour l'instant hors de question d'abattre le système esclavagiste. Et cette abolition n'interviendra que sur la décision du gouvernement provisoire de la jeune Deuxième République, gouvernement provisoire dans lequel on retrouve des noms célèbres tels que Lamartine, Arago, Ledru-Rollin, et Victor Schœlcher qui n'est pas membre du gouvernement, mais qui est à la tête d'une commission chargée de travailler sur l'abolition. Et l'abolition telle qu'elle est votée, en fait, est un décret qui tient en 9 articles. Et l'article 5 prévoit bien une indemnisation des anciens propriétaires possédants d'esclaves. Alors, Victor Schœlcher, lui, avait proposé une indemnisation des anciens esclaves. Ce point a été refusé, on ne gardera que l'indemnisation des propriétaires d'esclaves. Victor Schœlcher, ce faisant, et d'autres abolitionnistes, font une concession aux puissants intérêts des esclavagistes, très fortement représentés en France et dans le monde économique français. Alors pourquoi indemnise-t-on les propriétaires ? Pourquoi prend-on cette décision finalement d'indemniser des gens qui avaient profité de ce système ? Eh bien, c'est que, et c'est ce que soutiennent les beaux nombres de supporters du lobby esclavagiste et d'ailleurs des acteurs du monde économique français, c'est que à partir du moment où l'on exproprie un propriétaire de ses esclaves, c'est une attaque contre le droit de propriété. La classe possédante, la classe économique française de l'époque, et pas que de celle-ci d'ailleurs, a peur de l'expropriation des biens des propriétaires. Pourquoi cette peur de l'expropriation ? Eh bien parce que il y avait eu, après la Révolution de 1848, siégeant au Parlement, un certain nombre de personnalités qui étaient pour l'aménagement du droit de propriété, ou en tout cas sa remise en cause. Et parmi eux, un penseur, un philosophe politique et économique, nommé Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon avait été élu député donc en 1848,
Il était surtout connu pour ses écrits, tout à fait foisonnants, et l'un de ses écrits, Qu'est-ce que la propriété, est une attaque contre la propriété spéculative. En disant la propriété c'est le vol, Proudhon ne remet pas en cause la propriété d'un lopin de terre exploité par un paysan indépendant, ou la propriété de ses outils par un artisan, ou la propriété intellectuelle d'un écrivain ou d'un artiste. Non, il remet en cause la rente qu'un propriétaire tire de l'exploitation d'une terre qu'il ne travaille pas. Alors, on avait, y compris dans les cercles dirigeants, vu ou lu quelques lignes de cet ouvrage tout à fait considérable, et il en était né une grande peur de l'expropriation générale des propriétaires et la remise en cause, une peur de la remise en cause du droit de propriété. Et c'est l'idéologie qui a guidé les législateurs lorsqu'ils décident d'indemniser les anciens propriétaires d'esclaves. Ce lobby des propriétaires et des esclavagistes a d'illustres représentants comme Alexis de Tocqueville, qui est aussi un grand penseur et un grand écrivain français, mais Alexis de Tocqueville, qui est abolitionniste, mais dit, certes, l'esclavage est inique, mais les propriétaires n'en sont pas responsables. Ils n'ont fait que profiter d'un système qui n'a pas été créé par eux. Donc, les exproprier de leurs esclaves doit être corrigé par une indemnisation. Le montant de l'indemnisation est décidé 1 an plus tard, alors que la France a un président de la République, le premier président jamais élu, qui est le prince Louis-Napoléon Bonaparte. Et le gouvernement de ce président de la République, le gouvernement d'Odilon Barrot, décide du montant de l'indemnisation qui est fixé à 126 millions de francs de l'époque, qui sont versés par étapes, par tranches. On voit donc que c'est une abolition qui se fait avec conditions, ce qui est tout à fait nouveau, ce qui la caractérise de la première abolition. Aujourd'hui, nous sommes le 4 février. Or, le 4 février 1794, la Convention, c'est-à-dire l'Assemblée de la Révolution française de 1793-1794, vote une abolition de l'esclavage, mais une abolition de l'esclavage sans condition. Alors, il faut voir, à propos de Victor Schœlcher et de tous ceux qui ont fait ces concessions, que ce sont des hommes du XIXe siècle, ce qui n'excuse rien. Mais le XIXe siècle est parcouru d'idéologie, est irrigué d'idéologie racialiste. C'est-à-dire qu'on hiérarchie les races. Au sommet de cette pyramide, il y a les Européens. Les Noirs d'Afrique sont en bas de cette pyramide, de ce classement, de cette hiérarchie de ce qu'on appelle les races. Et cette idéologie racialiste est celle de Victor Schœlcher, oui. C'est aussi celle des esclavagistes, bien sûr, mais c'est aussi celle, par exemple, de Victor Hugo, qui dit que l'Afrique n'existe pas sans Europe. C'est aussi celle de Proudhon. Et oui, Proudhon, le défenseur des exploités, le grand écrivain, le grand penseur politique. Eh bien, Proudhon écrira plus tard, en 1861, dans De la guerre et de la paix, que la mission des races supérieures est de venir au secours des races inférieures, etc. Donc lui-même aussi est tenant de cette idéologie racialiste. Alors, je vous invite à vous documenter sur l'époque, à lire Schœlcher, puisque peu de gens l'ont lu, à lire ou à relire Victor Hugo, Alexis de Tocqueville, Proudhon, bien évidemment, à lire à propos de la période. Et puis je vous conseille aussi un ouvrage qui est un collectif, voilà, c'est un ouvrage aux éditions du Seuil, Les mondes de l'esclavage, qui est une somme sur l'esclavage et les servitudes depuis le néolithique jusqu'à l'esclavage sexuel de l'époque moderne, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est un ouvrage tout à fait considérable, un collectif. Des penseurs et des historiens du monde entier ont participé à cette somme. C'est un ouvrage que je vous recommande. Je vous dis merci et à bientôt. Je reviendrai vers vous pour évoquer le tableau consacré à cette abolition de 1848. À bientôt.